Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. On commence l'activité Femmes et rayonnement, 5e édition. Merci d'être là. Alors, cette année, c'est une année spéciale puisque nous célébrons la 5e édition de Femmes et rayonnement, mais également les 25 ans de l'Organisation professionnelle des Congolais du Canada, OPCC en sigle. Alors, je me présente, mon nom est Coralie Andende, je suis vice-présidente de l'organisation et il me fait plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Alors, je vais passer la parole à ma collègue et administratrice de l'organisation, Grace Boussanga, qui va vous parler un peu de l'OPCC. Comme a indiqué en fait ma collègue Coralie, donc l'OPCC en fait existe depuis 25 ans aujourd'hui. Donc c'est une organisation qui est faite pour vous en fait tout simplement, chers professionnels congolais du Canada. Donc notre but et notre vision, c'est tout simplement en fait de vous offrir un réseau dynamique et crédible en fait qui est composé de différents professionnels ou encore étudiants ou entrepreneurs. Et puis on veut tout simplement faire en sorte de vous épanouir et de favoriser en fait votre intégration socio-professionnelle ici au Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, l'OPCC offre différentes activités, mais on a surtout aussi notre réseau d'affaires, donc le cercle d'affaires en fait de l'OPCC, donc qui existe depuis bientôt 6 ans. Donc il a été lancé en fait le 30 juin 2016. Et notre but en fait tout simplement, c'est de faire en sorte, bien sûr, de permettre à nos membres professionnels en fait de bâtir leur réseau, mais surtout nous en tant qu'organisation en fait de faire en sorte de proposer un espace et aussi de proposer différents outils qui vont permettre en fait à nos membres de bâtir leur réseau et puis surtout en fait de favoriser leur expansion professionnelle. Encore une fois, suivez-nous sur nos différents médias sociaux. On a notre propre site internet, donc opcc-canada.org. On a aussi une page Facebook, une page LinkedIn et également une page YouTube. Donc, c'est tout simplement en fait sur ces pages-là que vous êtes en train de suivre l'événement en question. Donc, je vais arrêter de parler maintenant et puis je vais passer la parole tout simplement à notre président Blaise Hassan. Donc, la parole est à toi. Merci Grace, merci Coralie. Bonjour à tous et bienvenue à cette 5e édition de Femmes et rayonnement. C'est un rendez-vous de chaque année dans le cadre du mois de la femme que nous avons initié cette activité, Femmes et rayonnement, qui fête aujourd'hui aussi les 25 ans. Nous allons souligner les 25 ans de l'OPCC. Moi, personnellement, c'est avec beaucoup de gratitude que je me tiens devant vous en tant que 8e président de cette organisation. En 2016, quand le président TAM m'a sollicité pour le conseil d'administration, je ne pouvais pas imaginer qu'à ces 25 ans, je serais en train de présider à la destinée de notre organisation. Alors, cette organisation, c'est la vôtre, comme Grace vient de le dire. Et nous sommes là pour vraiment vous soutenir. Et Femmes et rayonnement est un véhicule pour les femmes. Donc, sentez-vous vraiment libre d'y participer et d'initier au niveau de l'OPCC, de proposer des idées, des thèmes. Jusque-là, nous proposons des thèmes, nous choisissons les panélistes, mais c'est à vous tous de nous aider dans cette tâche pour consolider notre vision. Donc, sans plus tarder, pour les 25 ans, j'aimerais vraiment dédier ces 25 ans à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à bâtir cette organisation. Je pense là à nos pères fondateurs qui ont eu cette initiative. Donc voilà, je vais dédier à tous mes prédécesseurs présidents de l'OPCC. Je vais les citer. Yona Likongo, le docteur, à qui je souhaite un prompt rétablissement. Professeur Antoine Lutumba Tetou. Le capitaine à la retraite, Albert Emotowen. Maître Joly, Franck Katata, Ntam Danguier, Walter Mpoyi. Sans votre engagement, sans votre dévouement pour cette organisation, je ne serais pas là et nous ne serons pas là, mon administration et moi. Je tiens aussi à féliciter toute une équipe parce que l'OPCC, c'est un travail d'équipe et je remercie tous mes collègues du conseil d'administration pour leur dévouement. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la marraine de cette 5e édition, Madame Gracia Kasoki Katawa, pour son mot de circonstance. Et je vous remercie et bon événement. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Président, pour cette invitation, pour laquelle je suis vraiment très heureuse, en fait, là, de venir discuter avec mes collègues Afine et Ren sur un sujet qui est important, en fait. Donc, j'ai bien d'entrer dans le vif du sujet. Je veux vous remercier de m'avoir désignée comme marraine pour cette 5e édition. Je veux aussi remercier Madame Déborah Kayembe, donc la rectrice de l'Université d'Édimbourg, qui était marraine de votre 4e édition. Ça me fait bien chaud au cœur, en fait, de pouvoir reprendre le flambeau après elle. Donc, voilà, je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent d'être édifiées, en fait, inspirées peut-être par nos échanges et en espérant que ce qu'on partagera avec vous vous poussera finalement à aller plus loin dans vos aspirations. Donc, merci beaucoup et puis j'ai bien hâte d'entamer cette discussion. Merci beaucoup, Gracia, qui est la marraine de cet événement. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté d'être la modératrice de l'événement d'aujourd'hui, Femmes et rayonnement, sous le thème Ambition au féminin. Mon nom est Aminata Ndiaye. Sans plus tarder, parce qu'on a toute une liste de questions et je suis sûre, tout comme moi, vous avez hâte d'écouter nos chers panélistes qui sont Afine Wala Lika, conseillère municipale de la ville de Longueuil pour le district du Parc de la Cité. Nous aurons aussi à entendre Madame Gracia Kazoki Katawa, mairesse Côte-des-Neiges, Notre-Dame de Grâce à Montréal. C'est la marraine de cette édition, cette 5e édition. Madame Reine Bombo Alara, conseillère municipale de la ville de Longueuil. Donc, c'est les 3 panélistes que nous aurons. Alors, sans plus tarder, mes chères dames, la toute première question que nous aurons pour vous, cette année marque le 25e anniversaire de l'OPCC et la 5e édition du cadre qui nous réunit cet après-midi. Partagez-nous vos impressions sur cette initiative et son initiateur. Je peux commencer par Reine. Voilà. Bien sûr. Donc, premièrement, merci de nous recevoir. Merci pour cette invitation. Très heureuse, moi aussi, d'être aux côtés de mes collègues Gracia et Afine. Et sachez qu'Afine et moi sommes sur le même conseil de la ville de Longueuil, donc nous travaillons ensemble. Très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est beau de voir qu'on a une organisation structurée, très professionnelle, même dans les échanges lors de l'invitation pour cet événement. Donc, une organisation pérenne, ça fait 25 ans, on est structuré. Je pense que c'est rafraîchissant de voir ça pour la communauté, d'avoir une plateforme où on peut échanger puis on peut créer des liens. Donc, j'en suis très, très fière et je vous souhaite encore plusieurs 25 années de pérennité dans l'organisme. Gracia, est-ce que vous aimeriez rajouter un mot? Oui, écoutez, moi, je tiens vraiment à féliciter le PCC pour le travail qu'ils font depuis 25 ans, comme Reine vient de le mentionner. Les événements comme ceux-ci sont importants, à mon sens, à 2 niveaux. C'est important pour les compatriotes que vous mettez de l'avant, en fait, durant les différents événements. Je tiens à mentionner que je crois que c'était en 2014 que j'ai été une des panélistes pour un événement que le PCC organise qui s'appelle Voici ma profession. Donc, j'ai parlé de la profession infirmière. C'était un des premiers événements de ce genre que je faisais, loin de savoir que j'en ferais plusieurs autres par la suite. Et c'était aussi le début, beaucoup de mon engagement dans plusieurs organisations là, c'est là où j'ai commencé à m'impliquer de façon beaucoup plus importante. Donc, le PCC est important pour ça, pour mettre de l'avant les profils, les talents de compatriotes congolaises et congolais ici au Canada. Et en ce sens, c'est extrêmement important. C'est aussi important parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai osé me lancer, c'est aussi parce que à plusieurs reprises, j'ai eu à assister, à participer à des conférences où justement des personnes avec des profils qui m'intéressaient finalement sont venus s'exprimer concrètement sur les défis qu'ils vivaient au quotidien, sur les stratégies qu'ils ont mis en place pour atteindre leurs objectifs, etc. Donc, je pense que, en fait, j'espère qu'aujourd'hui, certaines personnes pourront repartir grandis des échanges qu'on aura aujourd'hui ensemble. Donc, merci beaucoup à l'EPCC pour cette plateforme qui est extrêmement importante. Puis, en effet, on vous souhaite encore plusieurs années. Merci beaucoup, Gracia. J'interpellerai Afine pour nous partager aussi vos impressions sur cette initiative et l'initiateur qu'est l'OPCC. Merci Aminata. Mais en tout cas, l'OPCC a une place très, très spéciale dans mon cœur parce qu'à un moment, j'ai déjà été membre, je me suis impliquée activement avec l'organisation.
Je suis très impressionnée. 25 ans, c'est pas rien, hein, c'est un quart de siècle. Quand on le dit comme ça fait beaucoup. Hein. Et en effet, comme Gracia l'a dit, c'est une organisation qui met vraiment de l'avant les personnes qui s'impliquent, que ce soit au niveau professionnel, de leur implication sociale, politique, entrepreneuriale. On a besoin de ce type de plateforme, on a besoin de ce type d'organisation structurée, comme Reine disait, pour qu'on puisse voir un peu le travail qu'on fait dans nos pays d'accueil. Moi, j'aime beaucoup l'OPCC et puis je regarde un peu le cheminement, comment est-ce que ça va de mieux en mieux. Et ce qui me touche encore plus, c'est qu'on ait aussi ce volet femmes et rayonnement. C'est important pour moi, dans notre communauté, qu'on fasse rayonner les femmes pour que ça devienne un exemple ou plutôt que ça devienne un encouragement, une source d'inspiration, une source de motivation pour d'autres femmes comme nous et pour nos enfants qu'on élève. J'ai vu Blaise avec sa petite fille, moi-même j'ai 2 filles. C'est bien qu'on puisse mettre de l'avant ce type d'initiative et qu'on puisse mettre de l'avant des femmes qui s'impliquent pour pouvoir un peu créer comme une sorte de rituel ou on va dire une sorte de coutume pour notre communauté, pour que les femmes aussi soient mises de l'avant, qu'il y ait quelque chose qui est dédié aux femmes, pour les femmes comme moi et pour nos filles. Voilà, donc moi je suis très très heureuse. Merci Amita. Ben oui, merci beaucoup Afine et je vous comprends très bien. Je vais d'ailleurs vous garder à l'écran aussi pour la prochaine question. Étant donné que vous avez été élu lors du dernier scrutin municipal de la province de Québec et par le fait même, vous avez réussi bien évidemment à accéder à des fonctions stratégiques. Parlez-nous de l'impact de tous ces événements dans votre quotidien, de votre adaptation et plus particulièrement la perception de votre entourage à vos nouvelles fonctions. En tout cas, ça chambarde ma vie. Mais non, c'est quelque chose que j'aime. Je me dis que je suis à la bonne place au bon moment. Ça fait 4 ans que je travaille en cabinet municipal, donc je connais quand même les rouages un peu du monde municipal. Maintenant, le faire en tant qu'élu, c'est totalement différent et on est demandé différemment. On a des responsabilités différentes et comme vous disiez, on a des fonctions stratégiques pour faire avancer nos villes respectives. Donc, c'est sûr que ça emmène une certaine responsabilité qui vient avec le manteau d'une personne élue. Alors, l'idée, c'est sûr que les premiers mois, c'est ce qu'on a besoin de faire en tout cas, c'est trouver un équilibre entre notre vie personnelle, notre vie privée et notre vie professionnelle. C'est de faire un effort conscient, de se rappeler qu'on est des élus, mais en même temps des personnes. Mais c'est un rôle que j'aime, que j'admire. Je trouve que je suis, encore une fois, comme je le disais, à la bonne place au bon moment, avec des dossiers qui me tiennent tellement, tellement à cœur, la responsabilité qu'on m'a donnée pour mon district et pour ma ville en particulier, sont des dossiers qui me tiennent à cœur, avec lesquels je travaille avec beaucoup de passion. Quand on se lance en politique, on est élu, il faut aimer le faire, il faut avoir la vocation, il faut avoir le cœur, la patience, il faut travailler fort. Ça me définit, en général, ça définit les personnes qui se lancent en ce sens. Donc, c'est de cette manière-là. Merci beaucoup, Amita. Ben oui, à la bonne place au bon moment et vous avez travaillé fort pour saisir l'opportunité, bien sûr. Et je reviendrai avec Gracia pour la même question, pour savoir l'impact en fait de tous ces événements-là sur votre quotidien et la perception de l'entourage. Oui, mais je partage beaucoup des éléments qu'a dit Afine. En fait, même moi, ça me fait du bien d'être ici puis d'entendre ce que mes collègues disent parce que je me dis, ouf, bon, on est tous en période d'adaptation. Donc, en fait, le défi, c'est qu'on doit livrer la marchandise tout en apprenant beaucoup sur certains éléments. Donc, ça demande d'avoir une bonne équipe, une équipe diversifiée qui est en mesure de mener de front les dossiers pendant que nous aussi, on est en mesure d'apprendre peut-être certains éléments. Je veux dire aussi que je pense que l'adaptation se passe bien parce que la décision de me lancer en politique, je ne l'ai pas prise seule. J'ai eu une discussion avec mon fiancé, une discussion avec ma famille, une discussion avec sa famille à lui. Donc, en fait, on s'est tous lancés en politique et je pense qu'ils le ressentent aujourd'hui parce que, justement, ils sont là pour me soutenir. Lorsqu'ils voient des choses dans les médias, ils m'envoient l'information, etc. Ils ont aussi été beaucoup, beaucoup impliqués dans leur campagne électorale. Et ça, je tiens à le dire, non seulement ma famille a été impliquée, mais la communauté congolaise a été impliquée lors de ma campagne électorale. Et pour moi, ça signifie que cette victoire-là, ce n'est pas ma victoire, c'est vraiment une victoire, notre victoire à nous. Et ça, c'est précieux parce que lorsque je vois dans le regard de mes tontons, mes tantines, bref, les gens de la communauté, le regard qui brille quand ils parlent de cette victoire, je suis extrêmement émue, en fait, de pouvoir
voilà, d'avoir contribué à cette fierté-là qu'ils ressentent parce qu'ils ont vraiment pavé le chemin pour qu'on puisse être là où nous sommes aujourd'hui et je les en remercie énormément. Et plusieurs de ces personnes font partie de l'OPCC d'ailleurs. Donc, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait pour nous pour qu'on puisse arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, on est tous ensemble là-dedans finalement. Excellent, merci beaucoup, Gracia. La mobilisation de la communauté, de l'entourage, c'est ce qu'on perçoit. Et peut-être je vais interpeller Reine pour voir si vous partagez les mêmes impressions. Oui, absolument. C'est sûr que on est à la recherche de cet équilibre-là, comme ma collègue Afine l'a si bien dit. Et comme Gracia le dit, c'est qu'on travaille et parallèlement, on apprend parce que, en tout cas, dans notre équipe, la majorité de notre équipe, c'est une première, donc c'est un premier mandat. Et même, je vous dirais, pendant la campagne électorale, on a été déséquilibré complètement pendant environ 6 mois parce que, il fallait intégrer la nouvelle réalité du porte-à-porte, d'être sur le terrain à nos vies. Puis, effectivement, c'est important, je crois, de mobiliser ces gens alentour et de les asseoir. Moi, j'ai un garçon de 15 ans, donc j'ai dû l'asseoir et lui expliquer que notre quotidien va être un petit peu différent. Maman va être un petit peu moins à la maison, ça pendant la campagne électorale. Puis maintenant, on apprend à intégrer tout ça. Moi, je suis toujours à l'université, je suis à HEC Montréal. Donc, puis j'enseigne aussi de façon indépendante sur le côté. Donc, j'ai un agenda beaucoup plus serré. Je commence ma semaine à tous les lundis avec mon adjointe. On fait un regard sur notre semaine. À tous les lundis matins, je suis avec elle. Puis c'est sûr que, au courant de la semaine, il y a d'autres rendez-vous, il y a d'autres ajustements qui se feront, mais je pense que ce qui est important, c'est de faire la part des choses. Quand c'est un temps de famille, c'est un temps de famille. Quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. C'est vrai que parfois, on se couche vraiment très, très tard. On a des horaires atypiques. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Mais effectivement, comme dit Afine, je pense qu'il faut que ce soit une vocation. Il faut aimer ça. Puis l'objectif, en fait, de notre rôle, c'est de servir le citoyen. Donc, on sert les gens. Il faut aimer ça. C'est parfois plusieurs heures, parfois plusieurs événements qui s'enchaînent dans une seule journée. Mais je pense que si on aime ça, on arrive à jongler tout ça. Puis parfois aussi, on se rend compte que peut-être qu'on a des ajustements à faire. Il y en a peut-être trop. Peut-être que dans une journée ou dans une semaine ou globalement, en fait, il y a des modifications qui doivent être faites, des décisions qui doivent être prises pour retrouver cet équilibre-là. Donc lentement, je pense qu'on s'en va vers cet équilibre. Reine, en fait, vous répondez quasiment presque, je vous dirais, à 70%, peut-être à 100% à la prochaine question, parce que vous parlez beaucoup d'équilibre, de vous asseoir avec votre enfant pour lui expliquer. Et justement, la question, c'était de quelle manière vous réussissez à concilier ces engagements avec la vie familiale ou personnelle, peu importe. Donc, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, Reine, ou c'était... Je Est-ce vais que vous laisser avez mes des collègues stratégies gagnantes par rapport à la recherche de cet équilibre-là? En fait, c'est sûr moi personnellement, je suis beaucoup dans l'apprentissage, dans la lecture. On essaie de se garder informé pour on veut être proactif et non réactif, de mobiliser les gens alentour de nous, comme je disais. Et moi, c'est inévitable de commencer ma semaine avec mon adjointe, de m'asseoir et de regarder mon agenda et de voir ce qu'on veut peut-être mettre à l'horaire cette semaine ou ce qui peut attendre ou ce qui est urgent. Donc, ça, ce serait moi, je laisserai mes collègues ajouter là-dessus. Merci beaucoup, Reine. Afine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Comme Reine, moi j'ai 2 filles, hein, elles ont 11 ans et 7 ans, donc c'est des très 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 jeunes enfants. Mais mes filles m'ont toujours vue impliquée. Hein. Mon bébé, je commençais à m'impliquer d'ailleurs en congé maternité avec mon bébé, je l'emmenais avec moi. L'idée avec nos familles ou dans nos vies personnelles et privées, que ce soit les hommes dans nos vies, nos parents, c'est vraiment la communication, expliquer pourquoi on le fait. Et quand on est passionné de toute façon et qu'on est épanoui avec ce qu'on fait, les gens qui nous entourent le vivent avec nous. Parce que quand on est épanoui, on est heureux, en fait. Les femmes, quand on est épanoui, on est heureuse. Et quand une femme est heureuse, elle le propage. Donc, nos familles nous veulent heureuses parce qu'on propage ce bonheur avec elles. Et mes filles, c'est exactement ce qu'elles vivent. Elles adorent leur maman. Et puis moi, je représente un district
où ce sont les parents, où ce sont ces enfants qui sont des collègues de mes enfants, habitent dans ce district. Donc, mes enfants sont en mesure de vivre même pendant la campagne. Alors, l'idée, c'est vraiment la communication, de le faire vivre avec nous, de le faire cheminer avec nous, peut-être pas à la même, avec la même intensité, mais seulement de nous voir cheminer, de comprendre un peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc ça, c'est important, la communication avec notre entourage, mais surtout de leur permettre de voir notre implication, n'est-ce pas? Et comme Reine disait, avec tous les dossiers qu'on porte, avec tout ce qu'on a comme responsabilité, on a des adjoints qui nous gèrent, qui gèrent nos vies. Ça aide. Moi, c'est Nicolas. J'imagine. Merci aux adjointes ou adjoints en passant. Gracia, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Oui, tout à fait. Un gros shout-out à nos adjointes et adjoints parce que je sais pas qu'est-ce qu'on ferait sans eux. Vous savez, moi, justement, avec ma directrice de cabinet, on discutait des personnes à recruter. Ce dont on a discuté, c'est qu'on s'est dit que c'était important que tout le monde dans le cabinet ait un équilibre de vie qui fait du sens. Donc, et en fait, on veut s'assurer de mettre en place une culture où tout le monde prend soin les uns des autres. Et ça implique que lorsque, justement, je rencontre mon adjoint avec ma directrice de cabinet une fois par semaine pour faire le tour de l'horaire, ben, c'est eux qui me disent, bon, Gracia, là, ça fait 3 fins de semaine que tu as des trucs, on t'oblige à prendre une journée, on doit refuser les événements cette journée-là parce que tu dois te reposer. Donc, on s'assure de vraiment mettre en place un environnement puis une culture où on prend soin les uns des autres. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut se forcer, en fait, à faire de la place pour la famille, pour nous-mêmes aussi comme individus. Puis, j'ai vraiment une admiration sans fin là, pour mes collègues Affine et Reine qui, en plus, ont des enfants. Moi, je suis avec mon fiancé, je n'ai pas encore d'enfants. Donc, j'ai l'impression, je ne sais pas, en fait, comment elles font. Je vous admire, les filles. Mais voilà, il faut s'assurer de faire de la place, je pense, pour la famille, les amis et pour nous-mêmes, en fait. Aminta, si je peux ajouter, merci Gracia pour ces beaux mots. Si je peux ajouter, je trouve que ce que Gracia dit est très important. Il y a une culture dans notre équipe, chez nous aussi, qui facilite le travail famille. Je vais vous donner un exemple. On a dans notre équipe Sylvain Larocque qui est humoriste. Il était humoriste avant d'être conseiller municipal. Il l'est encore aujourd'hui. Il arrive quand même à être conseiller municipal et à faire ses spectacles. Je pense que ça part de la culture organisationnelle qui dit, nous, je vous donne un exemple, on n'a pas tellement de réunions en soirée parce qu'il y a des parents qui doivent coucher leurs enfants. Il y a cette réalité-là. Catherine Fournier, qui est notre mairesse, a cette vision-là, elle la comprend. Puis on est très inclusif dans notre façon de faire. Donc, je pense que si ça part de la culture, ensuite, c'est installé puis ça facilite grandement la chose pour tout le monde. Mm-hmm. Effectivement, c'est sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous, mes chères dames. Et l'autre question que j'avais, mais Coralie, je vois qu'il y a une question du public. Juste me dire si je dois l'introduire ou j'y vais avec la liste de questions que nous avons avec nos panélistes. Donc, je vais enchaîner avec l'autre question. Il y a certaines femmes, en fait, qui aimeraient se lancer en politique, mais qui, pour toutes sortes de raisons, renoncent à s'impliquer par manque de soutien ou par autre chose. C'est quoi les conseils ou par rapport à votre expérience, ce qu'on a compris, c'est que vous avez eu ce soutien-là et ça vous a beaucoup aidé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à leur dire à ces femmes-là? Je peux y aller avant? Affine, oui. Ça, c'est un gros défi pour les femmes parce que naturellement, une femme doute d'elle, hein, même quand elle a toutes les compétences, toutes les passions, tous les rêves, toutes les forces, toutes les ressources. Naturellement, une femme doute d'elle. Donc, une femme a besoin d'un réseau. Elle a besoin de son réseau qui est comme un miroir de ce qu'elle est, qui lui dit, regarde comment est-ce que nous, on te voit. Regarde ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. C'est elle qui l'a, c'est elle qui le porte. C'est elle qui a toutes ses compétences, qui a tous ses atouts. Mais il faut juste qu'on lui mette le miroir devant elle. Alors, ce qui est important pour une femme de pouvoir se lancer, c'est le réseau, c'est d'avoir des personnes autour d'elle qui la soutiennent et qui lui disent, vas-y, on est là. Si tu tombes, on va t'aider à te relever parce que c'est toi qui as en fait les compétences. C'est toi qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller et puis vivre tes rêves et gérer ce que tu veux gérer et entreprendre ce que tu veux entreprendre et avancer dans ta vie.
Et je dirais aussi aux femmes, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est de se coller à une autre femme qu'on admire. Parce que c'est toujours bien d'avoir des mentors et c'est bien d'avoir des modèles. C'est bien de s'éviter des fois des embûches parce que quelqu'un d'autre est passé par là avant. Des fois, on veut faire les choses toute seule. Hein. On se dit, bon, on va y arriver, on ne veut pas déranger. Et puis avec la culture, des fois africaine, on ne veut pas nécessairement faire tomber les portes et tout. Mais il faut aller chercher ce qu'on veut, il faut aller chercher les outils, il faut s'outiller. On ne peut pas juste se lancer au lion sans avoir fait toute la formation que ça prend pour pouvoir en terrasser. Donc, c'est se coller à une femme qu'on admire, qui est passée par là, qui est dans ce domaine. C'est de garder ses relations et c'est de garder un bon réseau, en fait. C'est vraiment ça que ça prend. C'est être à l'extérieur, être dehors. Ça ne va pas nous trouver hein, assis à la maison. You have to be out there, comme on dit. C'est ce que il faut franchir les portes, il faut oser les ouvrir. Et je trouve dans ce que vous dites, Afine, aussi quelque chose qui est beau, c'est que oui, la femme ou les femmes ont besoin de ce soutien, mais c'est sûr qu'après, c'est elle-même qui porte les personnes qui sont derrière. Donc, elle a tout en elle. Elle a juste peut-être besoin d'un petit, comme n'importe qui, mais peut-être que les femmes en ont besoin plus. Mais après, c'est elle qui va avoir un impact qui sera positif pour tout son entourage et pas juste pour elle. Donc, je trouve ça magnifique. Et Gracia, peut-être que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport à cet élément-là. Vous savez, c'est un peu, je dois être honnête avec vous, c'est-à-dire lorsque moi j'ai rencontré mon fiancé, une des premières discussions qu'on a eues, c'était important pour moi de savoir qu'est-ce qu'il pensait du fait si un jour je devais me lancer en politique. C'est très bizarre, hein? C'était la deuxième fois peut-être qu'on se voyait et j'ai dû poser cette question parce que j'avais eu certaines expériences dans le passé où je voyais que, bon, la personne avec qui je discutais semblait avoir un défi avec les ambitions ou les aspirations que j'ai. Et je vous dirais que ce qui m'a encouragée à oser poser ce type de questions et à ne pas me résilier à accepter être dans une relation où la personne ne veut pas assumer le talent que j'ai ou l'ambition que j'ai, c'est ma mère, en fait. Je me rappelle un jour, ma mère m'a dit, tu sais, Gracia, fais ce que tu as à faire, fais tes choses et puis tu vas trouver la personne sur le chemin sur le chemin de ton ascension, disons. Et puis ça m'a vraiment donné la force de être en mesure d'assumer le fait que c'était important pour moi d'avoir une personne qui soit avec moi dans ma vie et qui soit là pour m'encourager, me pousser dans mes aspirations, sans qu'il se sente menacé dans ses propres aspirations, dans ce que lui-même est. Et je suis vraiment bénie finalement d'avoir trouvé quelqu'un qui me permet d'être complètement moi-même. Et je peux pas dire que j'ai un secret par rapport à ça. Peut-être la seule chose, c'est d'assumer ça et d'oser le dire en fait aux personnes, à notre partenaire, de dire, d'être franc. Voici mes aspirations. Je savais pas que je voulais nécessairement être mairesse, mais avec mes différents engagements, je me disais, je sais que la politique va m'appeler un jour, donc qu'est-ce que tu en penses? Et quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un qui a posé la question si mon fiancé avait dit non, ne me lance pas. Je crois pas qu'il aurait dit non. Parce qu'on a eu cette conversation. Si au moment de cette conversation, il avait dit « Ah, je sais pas, en fait, je pense pas qu'on serait ensemble encore aujourd'hui. » Et parce que je sais que j'aurais pas été en mesure d'être complètement moi-même. Je vais dire non à ce type d'opportunité parce que la personne qui m'accompagne dans la vie ne veut pas l'assumer. On n'aurait pas été ensemble aujourd'hui. Donc, je savais que déjà, il avait une ouverture. Et lorsque je lui ai posé la question, c'était simplement de savoir, est-ce qu'à ce moment-ci de notre vie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Mais ce n'était pas de savoir est-ce que tu veux que je me lance en politique. J'avais déjà évalué cette chose avant même qu'on en arrive là. Je ne sais pas si c'est clair, mais je voulais vous parler de cette conversation un peu intime que j'ai eue avec mon fiancé parce que c'est important. Oui, effectivement. Et je pense que vous avez eu à loucher un peu la question du public. C'est bon, ça me facilite la tâche. Et j'aimerais, qui n'a pas encore répondu à cette question-là, peut-être comme ça, on fermera le sujet. J'ai écouté Reine. En fait, moi, j'aimerais dire que la femme est capable. La femme a tout ce qu'il faut pour accomplir ses objectifs, ses rêves. Personnellement, je vous avoue que lorsque j'ai lu cette question, j'ai entendu cette question, ça m'a titillé un peu. J'ai eu un petit malaise. Je me suis posé la question, est-ce qu'on aurait posé cette question-là à un homme?
Puis la communication, Gracielle a dit, elle a eu cette discussion-là avec son fiancé, c'est primordial. Que ce soit un homme ou une femme, l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les aspirations de la personne avec qui tu es, puis de pouvoir lui donner tout le support possible. Et si tu sens que c'est pas pour toi, mais ça t'appartient, mais je crois pas que ce soit une question de genre. En fait, le message que j'aimerais envoyer, c'est que on ne devrait jamais s'arrêter au genre ou à la couleur de notre peau, peu importe. Tu sais, je l'ai dit l'autre fois, là, en conseil de ville, là, le temps est au travail acharné. Donc, il faut travailler, il faut montrer qu'on est capable, parce que c'est une chose de gagner les élections. Après, c'est là que le vrai travail commence. Puis les gens qui sont avec nous doivent comprendre ça. Je le disais plus tôt, on a des horaires atypiques. Parfois, on peut passer une journée complète à ne pas être là, travailler sur l'ordinateur, à être à l'extérieur, peu importe. Mais si je pense que la communication a été établie, le message a été lancé que c'est ce que je souhaite faire et que la personne avec qui nous sommes le comprend, homme ou femme, ça va, mais je souhaiterais pas qu'on s'arrête sur le fait que ce soit une femme. Donc, je veux dire, on est en 2022, on est au Québec. Moi, je crois beaucoup là, à l'égalité, l'équité, puis je pense qu'il faut garder ça en tête. Puis, ça devrait jamais, jamais être une raison de ne pas accomplir quelque chose. Jamais je me suis dit: «Ah, je suis une femme, est-ce que je vais gagner?» Non, jamais. Non, parce que je voyais comme on dit, le bigger picture. J'avais fait mon objectif, j'avais écrit mon objectif, j'ai travaillé dans ce sens-là de façon acharnée, si je peux me permettre. Et puis voilà, mais homme ou femme, je crois pas que ça devrait être la question, en fait. Ouais, je suis d'accord avec vous, Reine. Aussi, il y a Afine qui lève la main. Oui. Ben oui, parce que en lisant la question qui a été adressée avec, à Gracia, je me suis dit, attends, il y a l'option qu'on nous dise non d'être nous. Genre, moi, je suis sur le comité exécutif de la ville de Longueuil. Et un de mes rôles, un de mes dossiers que je prends tellement à cœur, j'élève 2 filles, c'est la condition féminine. Il n'y a pas d'option à dire non à ce qu'on soit nous-mêmes. En fait, tout ce que nous, on fait, c'est présenter la personne qu'on est quand on est en relation. De la même manière qu'on va dire, voici mon âge, voici d'où je viens, voici comment je parle, où je travaille. Ben, voici mes aspirations, voici mes rêves, voici mon implication. Il n'y a pas vraiment d'option à dire non. C'est pas la décision de l'homme dans notre vie. C'est pas la décision de nos parents. C'est pas la décision de nos enfants. Nous, ce qu'on fait, c'est de dire, voici qui je suis, voici mes aspirations, voici comment je veux donner à la société, voici comment je veux vivre qui je suis. J'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu sois avec moi comme je suis avec toi. J'ai besoin qu'on chemine ensemble pour qu'ensemble on puisse vivre pleinement nos vies. C'est tout. Il n'y a pas d'option vraiment de dire non. Il faudra que ça sorte de nos têtes. Genre. Oui, ben, Afine, merci beaucoup d'avoir ajouté cet élément-là. Et aujourd'hui, on est en face de mairesses, de conseillères qui, grâce à votre travail, en fait, vous avez su tracer un chemin et vous avez des équipes à gérer. Comme Reine l'a dit, être élu, c'est une chose. Maintenant, la suite, en fait, va venir. C'est quoi les éléments stratégiques ou les stratégies tout simplement que vous avez ou que vous déployez pour mener à bien votre mission sur le terrain? Gracia? Mon Dieu, c'est une grande question. Je crois que cette stratégie, en fait, a commencé lorsque, justement, je réfléchissais à me lancer. J'ai eu à considérer, bon, avec quel parti je me lance, quels sont les membres qui constituent ce parti et qui vont constituer ma famille politique. Est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience avec eux? Et c'est extrêmement important, en fait, parce que ça détermine comment est-ce que tu vas vivre tes 4 prochaines années. Puis aujourd'hui, je suis fière. Nous dans notre équipe, on a plusieurs femmes noires qui se sont lancées, qui ont gagné en fait leurs élections. Donc aujourd'hui, on s'appelle pour certains dossiers qu'on sait qui sont c'est plus difficile pour des personnes qui sont pas de minorité visible, peut-être de comprendre les enjeux, et c'est extrêmement rassurant. Moi, ça me rassure de ne pas être la seule autour de la table. Puis je pense que mes collègues vivent la même chose à Longueuil. Donc ça, c'est un élément qui
j'ai calculé bien avant le résultat de l'élection et je suis contente finalement de pouvoir être élue aujourd'hui et de ne pas être la seule femme noire autour de la table. Ensuite, moi, je dois revenir à ma profession infirmière. Moi, vous savez, je suis infirmière, donc je l'ai été pendant 11 ans avant de me lancer. Et ce que je fais au quotidien comme infirmière, c'est rencontrer des nouvelles personnes, être à l'écoute de leurs problématiques et voir avec eux quelles sont les solutions possibles et travailler avec les partenaires pour y arriver. Mais c'est exactement ce que je fais comme mairesse. Donc, je suis à la rencontre de nouvelles personnes chaque jour, je suis à l'écoute de leurs problématiques et puis je travaille avec eux et les partenaires pour trouver des solutions. Donc, dans ce sens, je ne suis pas nécessairement déboussolée et puis je suis contente en fait de constater que mes 10-11 dernières années dans la profession infirmière, d'engagement dans la communauté m'ont vraiment bien préparée en fait à jouer mon rôle. Et je le répète, j'ai été contente d'entendre Reine le dire tout à l'heure, j'arrête pas de dire aux gens, je suis là pour vous servir. Moi, n'importe quelle autre personne qui va passer après moi, les politiciens, on est là pour vous servir. Vous devez jamais avoir peur, honte, qu'on ne réponde pas à vos messages ou qu'on ne réponde pas à vos invitations. C'est notre rôle et notre responsabilité que d'être là pour vous. Et donc ça, je le comprends tout à fait à cause de mon parcours depuis les dernières années. Mm-hmm. Ben, une mairesse, en tout cas, qui est vouée à sa communauté, c'est ce qu'on entend. Reine, est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose par rapport à vos fonctions stratégiques pour faire la différence dans votre communauté? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est une grande question. Quelles sont les stratégies employées pour bien œuvrer sur le terrain? Moi, premièrement, je suis présidente du conseil de la ville de Longueuil. Je porte certains dossiers, tout comme Afine le disait. Je pense que les stratégies, premièrement, on a une excellente équipe. Ça, il faut le dire de prime abord depuis la campagne électorale. Donc, les membres qui sont devenus les membres du cabinet qui nous coachent beaucoup et qui nous montrent un peu ou nous conseillent, disons, nous conseillent. Je pense que ça, c'est de un, la base. Ensuite, c'est d'être vraiment très accessible. La stratégie employée, c'est d'être très accessible avec les citoyens. Je pense que les gens ont commencé à comprendre notre mode de fonctionnement, que effectivement, moi, je pense que depuis que je suis arrivée, j'ai pas refusé une invitation ou une entrevue. On le fait selon nos capacités, bien sûr, mais on comprend que c'est notre devoir de le faire. De tendre la main aux citoyens, d'être là pour les citoyens. Donc, moi, c'est peut-être ce que j'ajouterais là, c'est l'équipe qui est avec nous, qui est vraiment notre fondation, puis notre accessibilité aux citoyens. Mm-hmm. Accessibilité aux citoyens. Afine? Mes collègues, enfin mes consoeurs, je dis collègues parce qu'elle est ma collègue aussi, mais en fait, elles ont pratiquement tout dit. Nous, ce qu'on fait, c'est la fonction publique, c'est le service, pas la fonction publique, le service public. Et nos vrais boss, c'est nos citoyens. Donc, pour être dans la position dans laquelle on est, indépendamment des fonctions stratégiques que nous avons, nous sommes des élus. Ça veut dire que ce sont des citoyens dans certains secteurs, dans certains districts donnés qui nous a mis là. Donc, notre responsabilité première est d'abord de les servir. C'est d'abord d'être leur voix, d'abord de représenter leurs intérêts et puis de se battre pour leur qualité de vie, genre. Mais c'est sûr que quand on a d'autres responsabilités, quand on travaille pour une ville, on est élu, en effet, mais on a aussi une vision et des orientations pour notre ville. C'est un peu ce qui arrive comme pour ma part, la mairesse qui me donne des responsabilités sur un comité exécutif. Donc, à part d'être une élue, on est en plus nommé sur le comité exécutif. Donc, à part le service, le day-to-day qu'on fait pour nos citoyens, il faut aussi qu'on fasse avancer une vision qui a été véhiculée durant une campagne électorale par l'équipe et particulièrement la mairesse. Donc, ça veut dire par les orientations qu'on a données. Encore là, c'est un équilibre. Ça veut dire tu es là pour tes citoyens, tu dois servir, tu dois être là dans les day-to-day, mais il faut comprendre qu'il faut aussi faire avancer une vision. Sinon, on t'accuse de ne pas avoir de vision. Quand c'est les day-to-day seulement qu'on fait, c'est un équilibre des deux. C'est un équilibre du service et un équilibre d'avoir une vision et une orientation dans laquelle on imagine où on veut que notre ville aille. C'est un peu comme ça.
Ben, excellent, merci énormément pour cette vision en fait qui nous garde loin, mais qui fait que souvent on est là, mais on voit déjà plusieurs années d'avance. Et c'est aussi autre chose d'avoir cette vision-là et d'embarquer son équipe pour avoir la même vision et travailler vers le même sens. Donc, on comprend bien que c'est ce que vous faites à tous les jours. On vous en félicite. J'aurais une autre question. Il y a vraiment des questions très pertinentes aussi qui sont partagées par le public. Je vous nomme qu'on va les poser. J'ai juste une petite question concernant la pandémie que j'aimerais adresser avant d'aller à une question du public. Donc, les 2 dernières années ont été intenses pour tout un chacun. Il y a un constat, en fait, malheureusement, il y a eu l'augmentation de la violence conjugale et surtout des féminicides. C'est quoi votre opinion? Votre opinion, on peut le savoir, là, mais c'est quoi les solutions que vous pourriez proposer pour vaincre ce fléau-là? Afine? Opinion complètement inacceptable. Opinion, c'est d'une tristesse, d'une profonde de société, hein, qu'une femme meurt parce qu'elle a arrêté d'aimer. C'est un drame de société. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Encore une fois, la condition féminine, c'est mon dossier à la ville. Une femme a besoin, comme je le disais, de soutien. Et pas seulement une femme, on a besoin dans une ville de soutenir les personnes vulnérables. Et une femme en situation de violence conjugale a besoin d'être soutenue dans sa ville. Un des gros fléaux, enfin ça c'est un des gros fléaux, mais pour pouvoir l'empêcher, c'est d'être en mesure de donner des outils à une femme pour qu'elle se détache de cette situation. La plupart des femmes restent parce qu'elle n'a pas les outils pour partir ou pour sortir d'une situation dangereuse pour elle. L'idée, c'est de lui offrir tout ce qu'il faut pour qu'elle soit indépendante, qu'elle soit autonome, qu'elle soit en sécurité. Et ça, c'est la responsabilité de la société, c'est la responsabilité de la ville, de prendre soin de nos femmes, de prendre soin de nos personnes vulnérables. Si une femme sait où est-ce qu'elle va se loger, une femme est en mesure de s'acheter à manger, de se vêtir, de se nourrir, de se loger, de loger ses enfants, de s'occuper de ses enfants. Si une femme est en mesure d'être en sécurité là où elle vit, où est-ce qu'elle chemine, elle va quitter cette situation conjugale dangereuse. C'est à nous, en tant que société, de le permettre et de travailler en ce sens. C'est très, très important. C'est vraiment l'autonomie et le fait qu'elle soit indépendante. Ça lui donne cette force de pouvoir sortir d'une situation qui n'est pas nécessairement viable pour elle. Voilà. Autonomie, dépendance. Reine, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? C'est très beau. J'étais pendue aux lèvres d'Afine. C'était très beau et très complet, ce qu'elle disait. Peut-être que je rajouterais seulement que, chez nous, du moins à Longueuil, les organismes, l'administration, la ville travaillent de concert ensemble. Donc, je pense que c'est au mois de janvier qu'on a commencé une campagne, de sensibilisation avec, SOS Violence conjugale, qui était sur les panneaux dans la rue. Donc, à la lumière, tu vois un panneau te rappelant que ce n'est pas normal, la violence n'est pas normale ou la sécurité devrait être priorisée. Donc je pense qu'effectivement, c'est une responsabilité sociale qui nous incombe tous et toutes. Et je pense, c'est ça, je rajouterais seulement là, que si on est capable de travailler de concertation ensemble, puis qu'on a les mêmes objectifs, le support qu'on va pouvoir donner, aux gens vulnérables va être, encore plus lourd et c'est tolérance zéro. Il y a pas autre chose à dire. C'est comme Afine l'a dit, c'est inacceptable, mais c'est surtout tolérance zéro. Personne ne devrait tolérer toutes sortes de violences quelconques, parce qu'on sait qu'il y a plus qu'une violence, là. Il y a pas que la violence physique, mais tolérance zéro. Mes collègues ont dit, mais je pense que ça vaut la peine que je le dise, c'est tolérance zéro. C'est complètement inacceptable. Nous, on le dit, les personnes qui nous écoutent, dites-le aussi. Il faut que les gens comprennent que dans aucun cas, dans aucun contexte, c'est acceptable ou que c'est justifiable. Nous, on peut
je veux dire, vous l'avez dit, on travaille avec des organismes communautaires qui offrent du soutien aux personnes, aux femmes qui traversent ces situations. Sauf qu'à la base, je pense que il y a plusieurs d'entre nous qui le disons dans les différentes communautés, que c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Peut-être que ça va donner le courage aux personnes là, qui vivent dans des foyers où il y a de la violence conjugale de trouver le courage finalement là, de prendre action et puis de se sortir de cette situation. Et pour les personnes qui font subir de la violence conjugale, mais il faut savoir que c'est absolument inacceptable. Et je ne sais pas combien de fois, comment est-ce qu'on doit le répéter. Peut-être que les gens se disent que nous, ici autour de la table, on est, je ne sais pas, potentiellement des personnes privilégiées qui avons une autre façon de penser, mais non. Ce que je dis, c'est, je l'ai appris chez nous à la maison, j'ai entendu mon père, ma mère le répéter à des personnes qui venaient peut-être d'arriver pour dire, vous savez, ici, on est dans une société où ce genre de choses est complètement inacceptable. Et je pense qu'on doit pas cesser de le dire, en fait, et de le répéter. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Gracia. Reine, allez-y, je peux Reine. me permettre, parce que Gracia touche quelque chose d'important. Oui, il y a des ressources pour les victimes, mais il y a également des ressources pour les abuseurs, pour les gens qui font subir de la violence conjugale. Donc, ça, c'est important, je pense, de le mentionner, d'aller chercher ces ressources-là, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Il faut que j'ajoute. Allez-y. C'est un gros dossier, Amita. L'enjeu de la violence conjugale, Reine vient un peu de toucher là-dessus, ça commence par l'éducation, hein, et l'éducation aussi des hommes. Il faut qu'on repense un peu la responsabilisation là-dessus. Une femme qui est en mauvaise situation en violence conjugale, elle veut partir. Elle ne veut pas être dans cette situation. Elle peut avoir le courage. Le problème, c'est qu'il lui manque de ressources. Alors, elle se retrouve toujours dans la même situation parce que elle se dit qu'ailleurs, sortir de cette situation est pire. Ça veut dire, si je sors de ce mariage abusif ou de cette situation abusive et que je me retrouve dans la rue et que je me retrouve dans un moment où je manque de sécurité, je suis tellement vulnérable, où mes enfants ne sont pas en sécurité, alors elle va choisir le moindre mal. Le moindre mal, c'est de rester avec son abuseur. Encore une fois, ça revient aux ressources qu'on donne à une femme qui veut sortir de cette situation. Mais l'éducation commence aussi avec les garçons. C'est de comprendre que non, non, ce n'est pas parce que tu es un homme et qu'elle est une femme qu'il faut qu'il y ait une inégalité. Si une femme doit souffrir juste parce que c'est une femme, c'est une éducation qui doit commencer à l'enfance. Pour qu'un homme comprenne, non, c'est non. Ou bien, tu ne peux pas faire cela juste parce que c'est une femme. Vous comprenez, hein? C'est vraiment une éducation des deux côtés, des deux bords. Ça commence avec les deux. Et comme Reine disait, c'est de donner les ressources aussi aux abuseurs, qu'ils comprennent, qu'ils sont en mesure d'aller chercher ce qu'il faut sans nécessairement avoir la conséquence grave, avant qu'il ne soit trop tard en tout cas. C'est très important. Effectivement, Afine, et on sent que c'est un dossier qui vous tient à cœur, à vous, à tous les trois d'ailleurs. C'est ce qu'on perçoit à travers vos mots. Donc, tolérance zéro, définitivement. Éducation qui commence au bas âge. Je pense que dans nos sociétés actuelles, c'est des choses qui n'ont jamais été acceptées, mais qui sont là malheureusement. Mais on doit continuer, Gracia, de le répéter tout le temps parce que la répétition est pédagogique, comme on dit. Donc, je vous rejoins parfaitement, mesdames, pour les solutions que vous proposez, l'accessibilité des ressources aussi, la communication, l'éducation. J'avais une question aussi très intéressante, si vous permettez, parce que je sais qu'on peut rester encore une journée à parler de ce sujet-là, parce qu'il y a de la matière. Mais j'ai une question aussi très intéressante de Rizoma Akili Mali. Désolée si je prononce mal le nom, il faut que je me venge sur quelqu'un parce que mon nom de famille est tellement torpillé que voilà, il faut que je le fasse. Donc, Rizoma Akili Mali qui dit: quelles sont vos approches concernant les enjeux climatiques versus économiques? En tout cas, vos enjeux climatiques et économiques. Là, on cherche un équilibre actuellement. Quelles sont vos approches dans ce sens? Afine, Reine, en fait, l'une ou l'autre. Nous, ce qu'on peut dire en 2022, là, ça va ensemble. Ce n'est même pas une question. L'économie, le développement économique va avec l'environnement, en fait. Ça ne peut ne pas aller de pair.
dans notre cas en particulier, avec toutes ces équipes d'ailleurs qui ont été élues dans les différentes municipalités du Québec, c'est une culture qu'on a et qu'on porte. Les deux vont ensemble et ça fait partie des gros dossiers de ma vie. Je suis convaincue que ça fait partie aussi des gros dossiers de Montréal. C'est que ça va de pair tout simplement. S'occuper de nos déchets, s'occuper de notre environnement, s'occuper de nos espaces verts, ça fait partie du legs qu'on donne à nos enfants. Ça fait partie aussi du développement économique, ça fait partie de la richesse et ça fait partie aussi de l'effervescence ou de la vision et des valeurs qu'une ville peut porter. Pour moi, ça va de pair. Ce n'est même plus une question, en fait, en 2022. En fait, en effet, c'est la même chose pour la ville de Montréal. Je pense qu'il y a un vent de changement qui est vraiment rafraîchissant où il y a des générations qui arrivent dans des postes politiques, puis on se dit non, on a compris là, tout ce que pour les questions de transition écologique et d'environnement, justement, le développement économique doit aller de pair avec des politiques publiques qui sont en faveur de la transition écologique. Donc, on réfléchit ces deux éléments vraiment ensemble, en fait. Que ce soit... Moi, je suis également sur le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, par exemple. Le transport actif et collectif est quelque chose d'extrêmement important, mais qui contribue aussi au développement économique de nos villes. Donc, c'est vraiment tous les sujets d'importance liés à l'économie vont vraiment de pair avec la transition écologique et le développement durable, nécessairement à l'époque où on vit aujourd'hui. Reine? Je pense qu'on est effectivement plus consciencieux de cette transition-là écologique. Je pense que, puis nous, on l'avait mentionné, ça a été un très gros morceau de notre campagne électorale. Puis moi, ça me touche directement parce que dans mon district, j'ai déboisé et on s'est engagé à protéger 100% des boisés qui sont déjà là. Donc, je pense que il y a une nouvelle... je veux rien enlever aux prédécesseurs, là, mais je pense qu'il y a vraiment, comme Gracia disait, ce vent rafraîchissant-là qui met l'écologie au milieu des décisions. C'est indissociable, tout simplement. Donc oui, effectivement, quand on pense développement économique, il faut voir quels seront les impacts sur le développement écologique. Donc, on n'est plus dans l'ère où on est misé seulement sur le développement ou le capital. C'est plus ça maintenant. Afin parlait du leg, c'est tout autant important. Oui. C'est ce que je dirais. C'est parfait. J'avais du mal à activer mon micro. Donc, on voit aussi une vision engagée par rapport à l'environnement et aux questions économiques. Quand nos chers invités nous parlaient tantôt d'être à la bonne place, au bon endroit, mais surtout, moi, je relèverais d'avoir tout ce qu'il faut, en fait, d'être outillés pour être là où elles sont actuellement, parce que c'est toutes des solutions que vous nous apportez qui sont très pertinentes et on est sûr que vos communautés en profitent. Afine, je vais vous donner la parole tantôt, mais je vais me permettre de revenir sur une question qui est assez intéressante. On l'a peut-être dépassée, mais on sent que ça tient à cœur certaines personnes qui interviennent. Je parle de la violence conjugale, mais la violence conjugale, elle n'est pas juste physique. Elle peut aussi être psychologique. Et on a une des questions de Divine Nyota qui dit, lorsque la dépendance est psychologique et non matérielle, quelles sont les méthodes à entreprendre dans ce cas? Et même moi, j'irais plus, c'est quoi la violence psychologique? Je ne sais pas si je le prononce bien, moi, j'ai un problème avec ça. Mais désolé, on vient de répondre pour ceux qui nous écoutent sur les questions concernant l'environnement et on voit que nos invités ont tout ce qu'il faut avec des solutions qui sont prévues. C'est sûr que si on aurait poussé, ils auraient répondu encore plus. Mais il y a des questions concernant cette thématique qui semble tenir à cœur certains ou certaines sur la violence conjugale. Donc, la question, c'est par rapport à la violence psychologique. Afine, je vais vous laisser rebondir. En fait, c'est pour ça que je levais ma main. Parce que je voyais les questions, je voyais que les femmes veulent parler de la violence conjugale ou la violence en situation conjugale. Oui. Mais c'est vraiment pour ça que je levais ma main, donc vous m'avez tiré les mots de la bouche. En fait. Mais rappelez-nous, avant, Afine, c'est important, c'est quoi la violence? Peut-être il y en a qui ne savent pas forcément, juste en mots, on ne s'étalera pas, mais juste pour pouvoir mettre sur le même pied d'égalité tout le monde, qu'on se comprenne.
C'est ça. Premièrement, la question était là sur la dépendance psychologique. Mais il y a en effet une violence La psychologique, dépendance, oui, violence exactement. émotionnelle. Il y a la violence physique, violence émotionnelle et violence psychologique. Ben, c'est sûr que la violence psychologique, c'est pas qu'on on te tape dessus physiquement. La violence psychologique, c'est que on te dit des mots ou on te fait vivre des situations qui font en sorte que tu es contraint ou contrainte à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement alignées à ce que tu veux faire. Et au fur et à mesure que ça avance, ça t'affecte psychologiquement. Et ça peut créer une dépendance de cette manière-là, ou ça peut créer une estime de soi qui baisse. Maintenant, la dépendance psychologique que j'ai compris que ma consoeur posait tantôt, c'est que, c'est que je pense qu'elle dit, c'est que des fois, on veut pas quitter. On a peut-être les sous, on a un endroit où se loger, on a des parents, mais psychologiquement, on est dépendant. Ça veut dire c'est comme un cercle vicieux où on fait que revenir à la même personne parce qu'on l'aime. Genre, moi, ce que je dirais, c'est encore une fois d'avoir la volonté de chercher des ressources pour vous aider. On peut rien faire sans avoir les outils. Hein. Ça veut dire tu peux pas rouler un vélo sans le vélo. Genre, c'est vraiment aller chercher les outils. Quand on a de la dépendance psychologique, il faut aller chercher l'aide psychologique, voir un psychologue. Et quelqu'un parlait aussi, des fois on a peur, on dit tu peux pas faire ça à ton homme, pourquoi tu vas dénoncer ton homme. Il y a des ressources qui sont anonymes. Comme nous, par exemple, un des dossiers qu'on a travaillé avec le centre de femmes de Longueuil, avec Carrefour pour elles, c'est de monter des centres d'aide et de lutte contre la violence conjugale. Quand on dénonce la personne qui nous fait du mal, c'est complètement anonyme. Et on a le lien avec le service de police. À un moment là, on n'a pas besoin de mourir pour l'amour. On n'a pas besoin de mourir non plus, puisqu'il y a des gens qui nous disent qu'on doit mourir pour l'amour, parce que le moment où on meurt pour l'amour, ce sont les enfants qui en pâtissent, c'est nous qui mourrons alors qu'ils continuent leur vie. L'idée, c'est vraiment de chercher les ressources, de ne pas avoir honte de poser la question. C'est ça que je dis toujours, il faut se coller à une femme qu'on admire. Quand on se colle à une femme qu'on admire, automatiquement, on peut poser des questions de manière très à l'aise. Et en tant que femme, on devrait se soutenir aussi les unes les autres et ne pas nécessairement se garder trop bas. Se dire que tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'aller chercher ce qu'il te faut pour t'outiller, pour que tu sortes d'une situation qui n'est pas bonne. Et ce n'est pas nécessairement aller voir un psychologue. Parce que ce que je dis toujours avec nous, nos communautés, c'est qu'on n'a pas tendance à vouloir s'occuper de notre psychique, de notre psychologique. Moi, je dis toujours, si tu vois ton bras, si tu vois que la situation dans laquelle tu es est en train de te couper un bras, ton bras se détache tranquillement, qu'est-ce que tu fais? Tu cours à aller chercher de l'aide, tu sors de cette situation pour que ton bras ne tombe pas. C'est la même chose pour notre santé mentale. Imagine que ta santé mentale, c'est ce bras qui est en train de tomber, mais comme on ne le voit pas physiquement, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de s'en occuper. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est une culture et une mentalité qu'il faut qu'on instaure dans notre communauté, d'aller chercher les ressources et les outils pour nous aider, parce que seul, on ne peut pas. Désolée, j'ai beaucoup de passion pour ça. C'est important. Ben, c'est parfait, Afine. Peut-être que Gracia et Ren vont ajouter quelque chose, mais juste, il y a des questions qui reviennent, mais c'est sûr, on va pas rester dans cette thématique-là. Il y en a d'autres par rapport à la communauté noire aussi qu'on va vous poser tantôt. Mais moi, ce qui est important que je vais peut-être me permettre de rajouter, souvent dans ces débats-là, on pense que en fait, c'est juste les femmes qui devraient aborder cette question-là. C'est une question, on veut une société où autant des hommes que des femmes, on puisse s'entraider, mais ne pas se violenter. Et on vient souvent peut-être des cultures africaines qui peuvent avoir un petit biais, peu ou pas, parce qu'on n'est pas, il y a des sociétés où on provient de familles où il y a quand même des exemples de respect qui sont là, qui sont valorisés, mais c'est juste pour noter, parce que je vois quelques questions aussi. Je laisserai Gracia, ajouter quelque chose par rapport à ce que Afine a dit, Ren aussi, vous pourriez rebondir. Allez-y, Ren. En fait, moi, j'allais dire que je trouve que ce qu'Afine a partagé est vraiment complet. Puis, ce que j'aimerais dire, c'est que la violence n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de culture. Ça peut être un homme, mais ça peut également être une femme. Je pense qu'il ne faut pas mettre non plus d'étiquette à ce à quoi la violence peut ressembler ou de qui est-ce qu'elle provient. Ça peut être un homme qui est violenté par une femme, ça s'est déjà vu, ça existe. Donc, oui, c'est important, Aminta, de s'assurer que la discussion ne vienne pas seulement des femmes, mais que collectivement,
si on est témoin de quelque chose, si on entend des trucs, ça peut être chez le voisin ou de ne pas s'aveugler, de ne pas fermer les yeux et se dire ça lui appartient. Non, non, c'est collectif. Tous ensemble. Et si vous voyez quelqu'un, ben, vous pouvez lui transférer des informations sur les ressources qui sont disponibles. Puis, ça peut être très insinueux, hein, la violence psychologique. On parle de dénigrer quelqu'un, menacer quelqu'un, discréditer quelqu'un. Et ça, lentement, ça fait son travail. Ben, est-ce que je pourrais partir d'ici? Si je pars d'ici avec mes enfants, j'y arriverai pas, j'ai pas les capacités parce que quelqu'un t'a forcé ça dans la tête, parfois pendant des années. Donc oui, il va falloir déconstruire et reconstruire. Et c'est pour ça qu'on dit d'aller chercher des ressources parce que le faire, je dis pas que c'est impossible, mais le faire seul, je pense que c'est très compliqué, très difficile. Donc, il faut se rappeler que c'est collectif. C'est un fléau collectif qui doit cheminer ou qui doit être mis sur la table collectivement. Parlons-en. Exactement, exactement, Reine. Un combat ou un chemin collectif que tout le monde doit entreprendre, que ça soit homme ou femme, pour tout simplement léguer à nos sœurs, nos frères, nos enfants, une culture de bienveillance qui puisse avoir un impact et permettre à tout un chacun de s'épanouir et de faire les actions qui lui permettent de laisser, en fait, de mettre sa pierre à l'édifice pour notre société qu'on partage. Gracia, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vais aller à l'autre question. Est-ce que c'est correct? Excellent. Alors, bon, mes chères dames, vous avez brisé un plafond de verre. Hein? On n'a pas besoin de le renoter lors des dernières élections municipales, bien évidemment. Donc, vous êtes une inspiration pour toutes les femmes d'origine congolaise. Je rajouterai les femmes africaines de façon générale. Quels conseils vous pouvez donner à ces femmes-là qui hésitent, et aux femmes d'origine congolaise, par exemple, pour ce cas précis, qui hésitent à se lancer en politique ou encore dans une fonction hautement stratégique? Moi, je dirais, en fait, c'est tellement plaisant de voir il y a tellement de plafonds de verre qui ont été brisés, là, ça fait plaisir à voir, en fait. On ne sait même plus compter sur le doigt d'une main tous les plafonds de verre qui ont été brisés durant la dernière élection, donc c'est une grande avancée. Moi, je vous dirais, là, il ne faut pas attendre de cocher toutes les cases. Puis, je le répète, sûrement que Afine et Ren l'ont déjà entendu sur certaines tribunes, lorsque un homme pose sa candidature pour un poste, il regarde, est-ce qu'il y a une des caractéristiques que j'ai? Oui, j'applique. Une femme, elle va dire, est-ce que j'ai toutes les caractéristiques? Ah, il me manque celle-là, j'applique pas. Donc, moi, lorsque j'ai entendu ça dans une conférence, j'ai dit, OK, j'attends plus de cocher toutes les cases. C'est sûr que, bon, c'est ça, comme femme, on va pas... Bref, moi, je vous dirais, n'attendez pas de cocher toutes les cases. Si vous aspirez à un poste, à jouer un rôle, allez-y, foncez. Au pire, ça ne fonctionnera pas cette fois-ci, mais l'expérience que vous avez acquise dans votre préparation, l'expérience dans peut-être une entrevue, etc., ben, c'est une corde supplémentaire que vous avez à votre arc et qui vous prépare pour votre prochaine opportunité. Moi, j'ai eu des refus. J'ai eu plusieurs refus, mais je me disais, puis c'était difficile, puis je me disais, mais pourquoi est-ce que je m'inflige ce truc? Mais au final, c'est que tu es en mesure d'arriver à l'opportunité qui va fonctionner, tu vas être complètement préparé, tu vas avoir été résilient, tu vas arriver avec une paix d'esprit, ouais, tu vas gérer peut-être ton stress ou ton anxiété différemment parce que tu as eu l'expérience peut-être des échecs passés. J'ai de la difficulté à dire échec, mais donc foncez. Ne vous arrêtez pas au fait qu'il y a peut-être un élément que vous ne cochez pas dans les éléments qui sont prérequis. Allez-y, foncez, c'est ce que je dirais. Donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, Gracia, c'est ça? Donc, foncez malgré des portes qui se ferment. La persévérance, la détermination, c'est ce qu'on perçoit. Reine, qu'est-ce que vous aurez à ajouter? Parlant de plafond de verre, nous, clairement, on a cassé des plafonds de verre à Longueuil. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de personnes noires qui ont été élues à Longueuil. Et cette fois-ci, on l'a fait 3 fois. Et il y a quelque chose de particulier, je le dis, je le répète en entrevue à chaque fois. Il y a notre collègue Rolande Balmain, qui est la plus jeune
la plus jeune de l'histoire de Longueuil à être élue à 21 ans, qui vient du Burkina Faso. Il y a Afine, qui est la première personne noire à siéger sur l'exécutif. Et il y a moi, qui suis la première présidente du conseil de la ville. Donc, comme disait Gracia, je suis très fière qu'il y en ait eu autant, de ne pas être seule là-dedans. Après, il y a cet adage qui dit demandez, vous recevrez, cognez et on vous ouvrira. Mais il faut demander, il faut cogner en premier. Donc, le premier geste, les premières actions doivent venir de nous. Ensuite, si on y croit vraiment, puis on est prêt à mettre le travail pour, j'ai la ferme conviction que c'est définitivement possible. Je pense que un peu dans le sens de ce que Gracia a dit, là, moi, je me rappelle plus jeune, mon père me répétait toujours, pose la question. Le pire qui va t'arriver, c'est qu'on va te dire non et non n'a jamais tué personne. Des fois, ça fait mal à l'ego. Des fois, tu tombes, c'est correct, tant et aussi longtemps que tu as cette résilience-là et que tu peux te relever. Et si tu l'as pas eu, c'était pas pour toi, il y a quelque chose de plus grand qui sera derrière, tant et aussi longtemps que tu continues à demander et à cogner. Puis, à un moment donné, parce que même moi, dans mon cas, j'ai entendu que Catherine Fournier, notre mairesse, pensait potentiellement se présenter aux élections. C'est moi qui lui ai envoyé un message et je lui ai dit, écoute, Catherine, si tu as une place dans ton équipe, je serais vraiment intéressée. C'est comme ça qu'elle m'a proposé de faire un Zoom. On a eu une espèce de coup de foudre toutes les deux. Puis, elle m'a dit, OK, si tu es prête, on fait ça. Jamais, jamais j'aurais eu cette opportunité-là si j'avais pas dit et même en amont de ça, j'ai commencé à m'impliquer moi personnellement parce que je voulais donner du temps, je voulais comprendre comment fonctionnait notre système scolaire. Et j'ai commencé à donner du temps tout simplement. Et puis, une chose en amenant à une autre, je suis devenue commissaire scolaire, qui est une fonction politique. Mais j'avais aucune idée où j'allais. Tout ce que je me disais, c'est je suis ouverte, je suis prête à servir. Et puis finalement, c'est sûr que ce rôle de commissaire scolaire m'a donné une crédibilité pour ma fonction, oui, puis mon engagement dans la communauté, mes études universitaires. Donc, ça a été un long cheminement de plusieurs actions que j'ai décidé d'entreprendre. Et c'est drôle parce que souvent les gens me disent, tu as toujours ce que tu veux, mais c'est parce que tu n'as pas vu tous les noms que j'ai reçus. J'en ai eu, mais ce qui sort à la lumière, c'est ce qui a fonctionné, donc mes accomplissements. Mais il y a eu beaucoup de on tombe, on se relève, on tombe. Il faut juste se rappeler qu'à chaque fois, c'est impératif de se relever. Parce que sinon, c'est comme si tu abandonnes, puis tout ce que tu as fait jusqu'à présent, a plus de valeur. Donc, puis, je crois beaucoup à ça aussi, de se coller, comme Afine disait, à quelqu'un qui t'inspire. À chaque fois que je suis rentrée dans une sphère que je ne connaissais pas, je regardais qui était alentour de moi, puis je me disais, OK, lui, c'est ce qu'il fait. Je vais me coller à lui. Je pose toutes les questions possibles. Puis, j'arrive toujours à trouver quelqu'un qui me prend sous son aile. Par bonté, moi, j'arrive avec ma candeur. Bon, je veux tout savoir, je veux tout apprendre. Je suis sur le terrain tout le temps. Même quand j'étais commissaire scolaire, je disais oui à tout le temps parce que j'avais la soif d'apprendre. Donc, je pense que si on a cette mentalité-là, que tout est possible, que non ne va jamais te tuer et que si tu n'as pas la promotion peut-être que tu voulais cette fois-ci, c'est pas une question, c'est pas c'est pas un choix de ne pas réessayer ou de ne pas essayer autre chose. Donc, il faut savoir recevoir le non et continuer à avancer en restant droite. À 100%. Les gens ne voient pas les fois où on tombe, mais c'est pas le plus important. C'est les fois où on se relève et on pousse Exact. les portes. Et Donc, ça donne ça, 3 merci. belles femmes noires élues le 7 novembre dernier. Tellement, tellement. Gracia, qu'est-ce que vous aurez à dire? Afine. Oui, Afine. Afine, oui. Gracia, je pensais que vous vouliez dire quelque chose. Afine, allez-y. Oui, une phrase que je dis souvent à mes deux filles ou même à certaines femmes que je rencontre, c'est une question que je leur pose. Dis-moi ce que tu veux faire avec ta seule et précieuse vie. Qu'est-ce que tu l'imagines pour ta vie? Pense-y. Est-ce que tu veux pas la vivre pleinement? Genre,
Fais ce qui te passionne. Tu n'as qu'une vie, une vie très précieuse. Fais ce qui te passionne, fais ce que tu aimes. Parle-toi dans le miroir, tu es capable. Grâce à dit un truc tantôt. C'est vrai qu'un homme, tu vas le voir, tu vas le dire, je te veux dans mon équipe, il va te dire, c'est pas trop tôt, hein, qu'est-ce que tu as attendu tout ce temps? Je suis la réponse à tes questions. Une femme, tu vas lui dire, viens-toi à moi, elle va dire, t'es sûr? Est-ce que je suis vraiment capable? T'es sûr que j'ai tout ce qu'il faut? L'idée, c'est un exercice. Encore une fois, c'est toujours dans la tête. Tu te lèves et tu te dis, je le mérite. Je mérite de vivre ma vie pleinement. Je n'en ai qu'une seule et elle est précieuse. On m'a mis dans mes mains une vie. Pourquoi ne pas make the most of it? Pourquoi ne pas la vivre pleinement? Et c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vraiment un exercice qu'on fait. De la même manière qu'on travaille ses muscles en courant, de la même manière qu'on travaille ses muscles en allant au gym, qu'on mange bien, c'est ce qu'on fait qu'il faut qu'on fasse avec notre mental. C'est faire l'exercice de notre mental de se dire qu'on le mérite, qu'on peut le faire, qu'on veut la vivre pleinement, nos vies, qu'il faut la vivre. Et aussi se dire, une des raisons pour lesquelles les femmes se posent même la question de quand on me dit non, je m'assois. Une des raisons pour lesquelles les femmes se posent même la question, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux? C'est parce qu'elles n'ont pas eu des exemples, elles n'en ont pas eu beaucoup qui leur ressemblent. Moi, c'est ce que je veux être pour d'autres femmes, c'est ce que je veux être pour mes enfants. Qu'elles regardent et qu'elles disent, bah là, maman le fait, Afine le fait, ma voisine le fait, ma collègue le fait, je peux le faire. Pourquoi il faut toujours regarder aux États-Unis? Et le fait que l'OPCC est à sa 5e édition d'organiser ce type de choses, c'est un renouvellement de l'intelligence et d'une manière de penser. C'est de se dire, ben là, elles l'ont fait. Elles sont des femmes comme moi. On va exercer ça. Encore une fois, l'exercice n'est pas seulement physique et émotionnel, hein, c'est aussi dans la tête. Ouais, le mental est important. On le mérite. On se le dit à chaque fois. Et moi, je dis toujours, il faut qu'on ait l'audace de l'exemplarité parce que nos enfants nous regardent. La prochaine génération nous regarde. Laissons-le ce leg, right? Donc, ouvrir. Oui, Gracia. Après, on ira avec une autre question. Oui, peut-être ajouter dans une autre conférence. Encore, je vous dis, il y a plein de trucs que j'ai appris dans les conférences qui sont restés avec moi. Il y a en fait, c'est Dominique Anglade qui avait dit que en fait, en anglais, ils disent fake it until you make it, mais elle a dit autrement. C'est-à-dire, quand tu as une opportunité, quand on te propose une opportunité, dis oui. Et après, assure-toi de comprendre comment est-ce qu'on remplit ce rôle-là. Et c'est pas mal de le faire. Il y a plusieurs personnes qui le font. Je pense à ça par rapport à ce qu'Afine a dit, où peut-être les hommes ont tendance à accepter des postes et puis pendant qu'ils le font, ben voilà, ils apprennent à jouer leur rôle convenablement. C'est correct, en fait, de faire ça. C'est-à-dire que tu as certaines compétences ou habiletés ou de base pour jouer ce rôle-là parce que la personne te sollicite, donc elle l'a vu en toi, accepte. Puis moi, ça m'est arrivé de dire oui, puis à l'intérieur de moi, je dis, OK, je retourne chez moi, et puis j'apprends, et puis je me renseigne, etc. Puis après ça, tu travailles fort, comme Reine a dit, pour t'assurer d'être à la hauteur de ce qui est proposé, parce que ça, c'est une autre discussion. Là, on doit toujours être beaucoup meilleur que ce que le poste exige. Parfois, on a ce sentiment-là. Mais n'hésitez pas à dire oui, même si au fond de vous, là, parce que ce sentiment-là va être là, vous allez dire non, mais je ne suis pas complètement prête, en fait. Mais tu dis oui quand même. Et puis, je peux vous donner l'exemple de ce rôle-là de mairie. Lorsque j'ai eu à discuter, je dis, mais vraiment. Puis les gens me disaient, Gracia, tu vas être la mairesse d'une ville qui est grosse comme la ville de Sherbrooke, d'un arrondissement qui est aussi grosse que la ville de Sherbrooke en termes de population. Are you sure? Like, ou comment? J'ai dit oui. Oui, je disais oui, puis dans ma tête, ils ne savaient pas que tous les soirs, j'étais là, puis même pendant la campagne, je m'assurais d'avoir tout ce qu'il me faut, en fait, pour jouer ce rôle. Et maintenant que je suis dans ce poste, mais je suis sur mon X. Je ne sais pas si c'est Afine ou Reine qui l'a dit, je suis sur mon X, je suis à la bonne place, j'avais acquis les compétences nécessaires pour jouer ce rôle. Et oui, j'apprends, mais c'est normal d'apprendre, en fait. En fait, je vous encourage à saisir des opportunités où vous devez apprendre et pas aller dans des opportunités où vous connaissez déjà tout. Il faut laisser de la place à l'apprentissage et c'est correct. Donc, c'est une petite anecdote que je voulais ajouter à notre discussion. Aminta, je sais que tu voulais passer à une autre question, mais je veux absolument ajouter ceci. Il faut changer les paradigmes. Il faut changer ces petites voix-là qui parlent dans nos têtes et qui nous disent « c'est trop gros, tu n'es pas prêt ». Puis, il y a une façon de le faire aussi. Il y a plusieurs livres qui sont accessibles. Aujourd'hui, on a accès à YouTube. Pendant la campagne électorale, il y a une vidéo, c'est ma vidéo préférée de
personal growth que j'écoutais à tous les jours. C'est une vidéo de Eric Thomas, qui me permettait à tous les jours de me rappeler que faut que j'aie faim pour le lendemain remettre mes souliers, puis faire 6 heures de porte-à-porte. Et le lendemain, et le lendemain. Tu fais pas ça 3 jours, tu sais que tu en as pour 6 mois. C'est pas facile nécessairement. Puis, je pense qu'on peut faire le lien un petit peu avec, plutôt lorsqu'on parlait de la violence, ces petites voix-là qui nous disent qu'on n'est pas capable. Si les gens pouvaient comprendre la capacité qu'ils ont et le potentiel qu'ils ont, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui accompliraient des grandes choses et parfois, la réussite fait peur. Moi, je me suis trouvée pendant mon cheminement à certains moments où j'étais proche de la réussite et je reculais. C'était trop gros pour moi. J'étais pas prête. Ce changement de paradigme-là était pas là. Je me voyais pas assez grande pour accomplir ce qui s'en venait pour moi. Donc, j'ai dû faire énormément de travail, interne, beaucoup de lectures, avoir des discussions, me coller à des gens qui réussissent, puis les questionner, savoir, mais pourquoi tu as pensé que tu pouvais l'accomplir? Parce que je peux l'accomplir. Mais pourquoi? Donc, il y a chercher la raison derrière. Oui, et moi, ça m'a pris des années. Il y a plusieurs personnes que j'ai sondées, plusieurs livres que j'ai lus. Puis à un moment donné, il y a eu ce déclic. J'ai compris que mais je peux vraiment accomplir absolument tout ce que je veux. Oui, oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, puis vous sentez que, ah oui, je pense que ça me ressemble, je ne sais pas comment tu fais, Gracia, pour être mairesse de la ville de Côte-des-Neiges. Mais je suis sûre que Gracia fait un grand travail. Puis, je vous encourage fortement à vous informer, à savoir qu'est-ce que je peux lire, à qui est-ce que je peux me coller. Puis, vous serez surpris de savoir que les gens aiment enseigner. Ils aiment avoir quelqu'un sur leur épaule, Sous leur aile. Ouais. Sur leur aile. Puis ils aiment donner la chance à certaines personnes parce que des fois, on se voit dans ces gens-là. Et moi, je le fais des fois avec quelques personnes. On se voit, puis on se dit, ah, si je peux lui éviter tel et tel faux pas, je peux le faire. Vous serez surpris de savoir que les gens sont ouverts à ça. Ben, merci beaucoup, Reine. Il faut vraiment cogner aux portes. Les gens sont généreux pour partager leur expertise, pour faire des raccourcis. Là, on n'est pas obligé de, de refaire toutes les étapes. C'est sûr qu'il faut que j'ai 3 questions ou 2. On va essayer de faire un peu plus vite parce qu'il n'y en a pas un qu'on veut laisser au profit de l'autre. Mais il y en a une, parce que je ne veux pas qu'on crée de frustrés par rapport aux gens qui écoutent, qui parlent de c'est quoi les actions que vous menez pour la communauté noire en sachant qu'il y a encore des biais et du racisme systémique qui est latent au Québec. Donc, je sais que c'est une question qui peut s'étaler, mais on va essayer juste d'aller à l'essentiel pour nous permettre de poser les 2 autres petites questions qui vont venir par la suite. On commencerait, oui, Afine. Très bonne question, très pertinente d'ailleurs. Moi, je suis encore une fois chanceuse d'avoir le dossier de l'immigration et des relations interculturelles pour ma ville. L'idée, c'est vraiment d'instaurer des balises et des moyens pour que les communautés noires aussi puissent avoir leur place, avoir leur mot à dire et puissent avoir leur part un peu de leur participation dans la ville. Par exemple, moi, pour ma ville, jusque-là, ce que j'ai fait, c'est de rendre vraiment officiel le mois de l'histoire des Noirs. Et on se demande, mais tout le monde dit bon mois de l'histoire des Noirs, tout le monde parle de bon mois de l'histoire des Noirs, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Pour une ville comme la mienne, qui est la nôtre, en tout cas à Longueuil, qui est la 5e plus grande ville au Québec et la 3e plus grande agglomération, un mois qui n'a jamais été officiel, ça veut dire tout ce qu'on va faire, c'est dire bon mois de l'histoire des Noirs, mais il faut quand même qu'on fasse briller, qu'on fasse rayonner l'apport des Noirs dans nos communautés. Et c'est à nous, en tant qu'élus, de mettre ça de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait, nous, en tout cas à Longueuil, au mois de février, on l'a rendu officiel pour que tout ce que les communautés noires font soit aussi mis de l'avant parce que ça fait partie entière du développement d'une ville, de la même manière que ça pourrait être pour les femmes, pour la jeunesse, pour les hommes, pour les entrepreneurs, pour le transport. Et puis, c'est dans tous les domaines, hein, ce n'est pas seulement un domaine particulier. C'est de poser des actions concrètes et de les rendre durables pour qu'il y ait vraiment des actions et que ça fasse partie, en fait, de ce qu'une ville veut véhiculer et une ville veut apporter.
Mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et ça commence aussi par la représentativité, hein, parce que pour que ça en arrive là, il faut des gens comme nous qui le poussons, qui l'avons vécu et qui avons vécu les lacunes ou qui avons vécu ce qui manquait. Alors, on est en mesure de dire, voici ce qui manque pour que ce soit complet, que ce soit vraiment représentatif de ce qu'on a comme politique, comme plan d'action pour nos villes, en fait. C'est un peu dans ce sens-là. Ben, merci beaucoup, Afine. Rapidement, Reine ou Gracia, l'une ou l'autre, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à cette pertinente question? Je vais peut-être mettre l'emphase sur ce qu'Afine a dit en termes d'amener des changements qui sont durables. Les changements que je souhaite amener, c'est des changements qui vont rester le jour où je serai plus là. Parce que, donc, c'est changer les politiques, c'est sur les différentes tables où tu es assise, tu amènes cet angle et cette perspective autour de la table pour que, de façon durable, dans les politiques que vous votez ou les règlements que vous votez, que finalement, on assure que les postes, les opportunités soient autant accessibles à toutes les pans de la société, finalement. L'autre chose que je fais, moi aussi, c'est que, tout à l'heure, je disais que je suis là pour servir les gens. Ben, lorsque un groupe communautaire m'invite pour assister à une rencontre où ils veulent donner des trucs aux entrepreneurs noirs de l'arrondissement pour développer leurs affaires, ben j'y vais, même si c'est pas un événement où il y a 400 personnes. J'y vais parce que je comprends que dans l'économie que nous on a, peut-être dans le type d'économie qu'on a, c'est pas toujours facile de s'insérer dans le système actuel. Je le comprends, ça. Je le comprends parce que j'ai été engagée dans différentes organisations. Donc, je suis là, je les écoute, j'amène mon commissaire économique avec moi qui leur donne des trucs concrets pour s'assurer de développer leurs affaires. Donc, c'est dans les petits gestes comme ça, en étant assis autour des tables, en se rendant disponible pour les différentes organisations des communautés noires que je pense qu'on va réussir à amener des changements qui sont durables, en fait, pour l'ensemble de la communauté. Merci, Gracia. Donc, être présente, valoriser sa communauté et porter les décisions leur concernant. Reine? Ben, être présent, de un. C'est important que les gens se présentent à des postes, à des fonctions alentour de la table, disons. Donc, comme Afine l'a dit, à Longueuil, on a proclamé le mois de février comme étant le mois d'histoire des Noirs. Donc, ce qu'on dit, c'est on est inclusif. C'est très important. À partir de maintenant, à chaque mois de février, nous allons mettre en lumière le travail de la communauté noire, du passé, du présent. Je pense que ça crée des ponts interculturels et d'ailleurs, on a mis sur pied aussi une commission qui sera, en tout cas, c'est en train de se faire, commission interculturelle. Donc, on demande à des citoyens de siéger sur le conseil pour qu'on puisse avoir ces discussions-là avec tout le monde. Et je pense que si on est diversifié alentour de la table, et c'est pour ça que j'encourage tellement les gens de la communauté à s'impliquer, si on est diversifié alentour de la table, ben, ça permettra d'avoir des angles différents sur des enjeux différents. Mais si on n'est pas là, comment est-ce qu'on va faire pour amener notre voix, notre réalité, nos enjeux, que ce soit socio-économiques, de racisme, peu importe. C'est important d'être là. Puis nous, ça a commencé avec une vision qui a fait qu'il y avait 3 femmes noires dans l'équipe et que ces 3 femmes noires-là ont été élues. Donc, je pense que faut être inclusif dans chacune des sphères. OK. Et être là. Je vais vous garder Reine pour la dernière question, mais avec une réponse rapide parce que je vous avoue, il nous reste 1 minute. Okay. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Merci pour tous ces enseignements-là. La dernière question, et pensez aussi conseil que vous pouvez partager à la communauté. La dernière question, c'est, selon vous, Reine, pourquoi vous avez gagné? Une multitude de facteurs. Premièrement, il y a la vision de Catherine Fournier qui nous a permis d'avoir une jeune équipe dynamique qui ressemble à Longueuil, qui est inclusive, on est une équipe paritaire, donc autant de femmes que d'hommes. Il y a des immigrants dans l'équipe, donc je pense que les gens ont vu qu'on ressemblait vraiment à la société, du travail acharné, énormément de travail. On a fait du porte-à-porte pendant presque 6 mois, je pense. Puis tout le monde de l'équipe a compris, comme on dit, we understood the assignment. On a compris qu'il fallait gagner. On a compris que pour gagner, il fallait travailler très, très fort. Puis tout le travail, comme je mentionnais tantôt, le travail que j'ai fait en amont,
travailler énormément sur moi-même, travailler sur notre assurance, mes études, mon engagement dans la société. Je m'arrêterai là. Merci, merci. C'est de bons conseils. On comprend très bien pourquoi vous êtes là où vous êtes. Afine, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Gracia, en dernier mot. Je vais vraiment dire que moi, la raison pour laquelle je pense qu'on a gagné, pour moi, c'est la combinaison des 3 choses. Être dans la bonne équipe, le travail et le fait que la population était prête pour le changement. Ça fait un beau tour. Gracia? Moi, je suis d'accord avec les éléments que mes collègues ont amenés. Pour ma part, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais dans un contexte assez particulier. Là, il y avait beaucoup de candidats qui étaient qui voulaient en fait la mairie de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est que mon parcours est différent, en fait. Je ferais un parcours de vie puis une approche qui est différente par rapport à mes autres... aux autres personnes, disons, qui voulaient la mairie de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Et je n'avais pas peur, j'étais authentique, en fait. Je célébrais cette différence. Et puis moi, ma perception des choses, c'était de me dire, bon, moi, je suis une option que j'offre à la population. Et au final, c'est la population qui décide ce qu'elle souhaite. Donc, j'ai osé rester moi-même, être authentique et me présenter de façon authentique à la population. Et ils m'ont choisi. Je vais rappeler le fait que toutes les personnes qui m'ont aidé, incluant la communauté congolaise, ont contribué à ma victoire. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai gagné par, je crois, 161 voix, en fait. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont venues m'aider, cogner des portes, faire des appels, ils ont clairement contribué à la victoire. Puis pour la communauté congolaise, je veux vous dire que la contribution que la communauté a fait pour ma victoire, c'est quelque chose qui est extrêmement respecté dans mon parti notamment. Donc, la leçon qu'on en tire, c'est qu'il faut soutenir les compatriotes qui osent mettre leur visage sur le poteau et se lancer en politique parce que ça peut réellement avoir un impact et vous pouvez réellement faire la différence. Ben, merci beaucoup, Gracia. Ceci termine la rencontre. Plein d'apprentissage pour moi et je suis sûre pour ceux qui nous regardent. Je vais juste lire ce que un de nos frères dit. Je suis Ebeg. Je viens de passer un très bon moment en compagnie de femmes formidables. Merci de continuer à briser les idées reçues et à promouvoir les compétences féminines. Bravo. Donc, j'aurais absolument rien à rajouter. Je ne sais pas si les organisateurs, un membre de OPC avait quelque chose à rajouter, mais c'était une fierté d'être auprès de vous, mes chers frères et sœurs africains. Continuez à briser les plafonds de verre et à nous montrer le super chemin qu'on doit venir vous rejoindre. Merci énormément. Alors, c'est déjà la fin de notre activité. On peut tous se dire que les échanges d'aujourd'hui étaient très intéressants, enrichissants et inspirants. Et pour ça, je remercie nos panélistes, la marraine et la modératrice pour ces échanges. Je remercie également nos partenaires, Magazine Congolais Fier de l'être, Save Money Transfer, Study, un tremplin pour votre réussite éducative. Je remercie également nos panélistes et marraines des 4 dernières éditions, plus particulièrement à Mme Deborah Kayembe, marraine de la 4e édition, d'avoir passé le relais à Mme Gracia Kasoki-Katawa. Merci à toute l'équipe pour votre implication dans la réalisation de cet événement. Et surtout, merci à vous, le public, pour votre participation. Restez à l'affût pour nos prochaines activités. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous suivre également, adhérer à notre site internet www.opcc-canada.org. Merci, bonne journée.